Salut, c'est Awa. Salut, c'est Estelle. Bienvenue dans The Spot, le podcast qui met en lumière des parcours de vie, et cela sans langue de bois. Notre invitée est aujourd'hui Jennifer Padjemi, journaliste, créatrice du podcast Miroir Miroir, cofondatrice de la newsletter What's Good, Grey's Anatomy experte et maintenant autrice. Elle nous parle du métier de journaliste, surtout en freelance, de sa passion pour les séries et de représentation dans les médias. Bonne écoute. Bonjour Jennifer. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à The Spot. Merci à vous pour l'invitation. Déjà, on va commencer avec une question assez simple. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et de comment tu es arrivée aujourd'hui à ton métier de journaliste ? Alors, mon parcours est assez classique, lycée. Ensuite, j'ai fait la fac. J'ai commencé par une licence de médiation culturelle, option média. Et donc, à partir de là, je savais que je voulais me tourner vers la com, enfin en tout cas l'infocom. Mais pour moi, la médiation culturelle, ça regroupait pas mal de choses, notamment l'art et le côté communication et écriture, vu que j'avais fait histoire de l'art au lycée. Et du coup, c'était un bon moyen d'avoir un pied un peu partout. Et donc, ensuite, en troisième année, je suis allée en Erasmus à Madrid, où j'étais dans une école de journalisme. Et là, ça s'est vraiment précisé. Salut Maddy. Mais oui, j'étais avec Maddy. Tu la connais ? Ok, ouais. D'accord. Estelle connaît C'est ma partner in crime. Ok. Oui, j'étais avec Maddy qui était dans la même fac, mais elle faisait pas du tout la même chose que moi. Je crois qu'elle était plutôt en... je sais plus, mais je crois qu'on avait des cours en commun, mais bon. Donc voilà, et là, ça s'est vraiment précisé, où en gros, en revenant, j'ai fait... j'ai poursuivi le master, en fait, qui allait avec la licence, où là, j'ai vraiment choisi que des cours de communication, d'écriture, beaucoup aussi de séries. Donc c'est drôle, en fait, parce que aujourd'hui, en fait, c'est une grosse partie de mon travail. Et je suis retournée à l'étranger, mais cette fois en étant assistante de français dans un lycée en Angleterre, parce que j'avais envie de continuer d'aller à l'étranger, mais j'avais déjà fait un Erasmus, donc il fallait bien que je trouve quelque chose. Et donc en revenant, j'ai fait un M2 en infocom à Nanterre. Et en fait, toute ma scolarité, enfin tout mon parcours d'études supérieures, j'ai toujours fait des stages. C'est-à-dire même en première année, j'avais fait un stage pour un site obscur qui n'existe plus aujourd'hui. Je sais même pas où ils en sont, mais c'était vraiment, tu sais, le truc pour écrire sur les étudiants, sur l'orientation scolaire, etc. Et du coup, pour moi, c'était une manière de commencer à avoir un pied dans l'écriture d'une manière ou d'une autre, où vraiment je suis restée un mois, j'avais été payée je crois 100 €, j'étais trop contente. J'avais 18 ans, ouais. C'était mon premier stage, et après j'ai toujours fait des stages, et c'est ça qui m'a aidée aussi à avoir un pied dans le journalisme en parallèle de mes études. C'est fou qu'aussi jeune, tu te sois quand même dit « Ok, il faut quand même que je rentre dans le milieu, que je fasse des stages. » Ouais, je sais pas, en fait, je me suis dit, une année universitaire, c'est de octobre à, si on dit la vérité, genre dès avril, c'est un peu fini. Et je me disais, alors oui, je vais me faire de l'argent l'été, enfin juillet et août, mais du coup, autant faire quelque chose avant que ça commence. Et donc, pour moi, c'était limite normal, en fait. J'allais pas juste me tourner les pouces à rien faire. Donc, c'est soit tu gagnes de l'argent en ayant vraiment un travail d'été, ce que j'avais aussi, parce que j'étais animatrice, ou soit tu essayes aussi d'exercer ta future profession, ou en tout cas ce que tu penses être ta future profession, quoi. Je crois qu'il y a des études à faire sur le lien entre les gens qui bossent dans la com et les gens qui ont leur BAFA, parce que c'est les seuls que je connais avec le BAFA. Ouais, le BAFA, ça aide pour plein d'autres choses. À gérer les gens difficiles, déjà. C'est clair. Du coup, moi personnellement, je t'ai découverte sur Twitter, vraiment, parce que je sais qu'à l'époque, tu faisais pas mal de threads et tu parlais beaucoup des choses qui étaient vraiment conditionnelles à la femme noire.
Et je me suis demandé pourquoi est-ce que tu as eu cette envie de prendre la parole aussi publiquement, sachant que Twitter, à l'époque, quand je dis à l'époque, c'était quoi, 2014, 2015, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Voilà. Donc pourquoi est-ce que... Enfin, ça devait pas être facile, donc d'où t'es venue cette envie ? En fait, Twitter, j'ai eu 2 phases. La première où j'ai essayé de le faire, où je me rappelle, je crois mon premier tweet, c'était genre MJ, parce qu'il venait de mourir et j'étais genre, je trouvais ça génial et je pensais vraiment que c'était, je sais pas, moi, raconter sa vie ou enfin raconter un peu n'importe quoi. Et petit à petit, c'est en parallèle finalement du travail, ou quand j'étais à BuzzFeed, surtout, enfin, quand j'étais, d'ailleurs à Mendines avant, j'avais commencé à tweeter, mais tu sais, c'était très basique, où tu tweets tes articles, enfin, tu dis rien, t'es un peu... c'est juste du partage d'informations. Voilà. Et ensuite, à BuzzFeed, je pense que, vu que c'était une entreprise américaine et qu'il y avait déjà un côté plus... tu sais, le profil type des journalistes qui sont assez visibles. Enfin, il y avait un truc de... T'arrives dans une nouvelle rédaction, en plus on montait l'équipe française, et tout le monde... Il y avait des gens qui étaient déjà un peu connus, ou en tout cas reconnus professionnellement. Et en fait, Twitter, c'était un peu la continuité d'un travail en amont. Et du coup, ça m'est venu naturellement, où je pense que j'avais envie de... partager des choses que je ressentais ou que je trouvais intéressantes. Après, j'ai jamais été sur Twitter de manière très studieuse, comme certains ont pu le faire et qui m'ont beaucoup aidé à faire des threads hyper factuels, avec des infos ou qui t'apprennent l'histoire de l'afroféminisme, etc. Moi, ça m'a beaucoup aidé, mais j'ai jamais été dans cette optique-là. Parce que pour moi, je voulais séparer mon travail de journaliste, où si les gens veulent lire des choses plus factuelles, pour moi, il y a mes articles. Et après, sur Twitter, c'est plus un peu ouvrir une conversation plus libre. Tu vois, beaucoup moins je vous apprends la vie. Et c'est très bien, hein. Heureusement qu'il y a eu cette phase aussi. Mais moi, j'étais moins dans cette optique-là, d'autant plus que j'avais peur aussi de faire des erreurs, alors que dans un article, tu travailles pour ça, quoi. C'est beaucoup plus sûr. Voilà. Et c'est tout aussi bien aussi parce que, on a besoin d'entendre différents types de paroles, en fait. On a besoin de cette parole un peu experte de gens qui ont vraiment recherché le sujet, et puis d'autres qui racontent juste leur vécu, leurs expériences. Oui, complètement. C'est tout aussi valable, en fait. Et je trouve que c'est plus agréable. Moi, c'est le Twitter que je préfère, c'est... raconter des humeurs, partager des articles qu'on trouve intéressants et potentiellement ouvrir une conversation avec des gens que tu connais de nulle part et qui deviennent un peu des amis que t'as jamais rencontrés. Voilà, c'est ça. Et je trouve que il y a quelque chose d'agréable de pouvoir partager des choses qu'on a bien aimées, des séries, des films, et donner son avis aussi. Et c'est vrai que même si aujourd'hui je peux faire plus attention à certaines choses parce que c'est un univers impitoyable. Je continue d'être... j'ai envie d'être naturelle. En fait, j'ai pas envie d'être une personne différente, même si je comprends que certaines personnes le sont pour X raisons. Mais moi, j'ai pas envie d'avoir un persona sur Twitter et d'être totalement différente dans la vie, quoi. Même si, évidemment, ça aide à se lâcher, à travailler peut-être un humour, tu vois, il y a plein de choses qu'on peut faire en ligne qu'on peut pas faire dans la vie, mais je trouve que ça a vraiment permis en fait à plein de personnes, notamment racisées, aux femmes noires, en fait d'avoir une place, celle qu'on leur refusait d'avoir, tu vois. Donc c'est vraiment ça a été un terrain de jeu énorme en fait pour plein de gens qu'on n'aurait peut-être jamais connus autrement, quoi. Et juste, moi, j'aimerais revenir sur ta partie études, parce qu'en fait, de ce que je comprends, t'as pas fait une école de journalisme. Et je sais que moi, à un moment donné, je voulais être journaliste. Et tout de suite, on m'a freiné, on m'a dit « Non, mais attends, t'as pas fait une école de journaliste. Et puis même si t'en fais une, il faut... » Enfin, il y a un top 3 ou un top 5, mais comme on est pour les écoles de commerce et d'ingé. Ensuite, on m'a dit « Si t'as pas de réseau, c'est mort, etc. » Et c'est vrai que ça m'a pas forcément donné envie d'y aller. Et donc toi, t'étais dans la même situation et t'as quand même choisi de te lancer. Donc, qu'est-ce qui t'a aidé à sauter le pas Déjà, comme je le disais, les stages.
C'est un bon moyen, en fait, d'avoir un pied dans un milieu qu'on ne connaît pas et dans lequel on n'a peut-être aucun contact. En gros, c'est quelque chose... Enfin, c'est un endroit où les recruteurs sont beaucoup plus souples. Enfin, faut quand même prétendre faire bien son travail, etc. Mais ils sont beaucoup plus souples parce qu'ils se disent c'est juste un stagiaire. Sauf que eux, ce qu'ils savent pas, c'est que ces stages sont quelque chose de notable en fait dans un CV dont on peut se servir pour plus tard et même se faire la main. Et moi, je pense que, j'ai toujours vu le journalisme comme quelque chose comme un terrain plus large de l'écriture. Donc en gros, il y a différentes manières en fait de toucher à l'écriture. Donc ça peut être très journalistique, ça peut être plus littéraire, ça peut être théâtral. Il y a plein de manières finalement d'écrire. Et donc pour moi, je pensais pas au fait de école de journalisme égale journaliste absolument. Je voyais plus comme l'univers du journalisme et l'écriture sont quelque chose qui m'intéresse. Comment y accéder ? Et c'est vrai que je pense que... je sais pas, en fait, je me suis toujours dit, en fait, j'y vais, et dans tous les cas, j'ai rien à perdre, tu vois. Et l'un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné plus tard, mais qui finalement, c'est toujours un truc que j'ai fait sans le savoir, c'était une rédac chef qui m'a dit, le pire que je peux te dire, c'est non. Mais en fait, si tu demandes pas, tu pourras pas savoir, en fait, que je te dis non de base. Et je trouve que c'est un très bon conseil parce qu'en fait, au pire, j'aurais pu faire autre chose. Tu vois, t'arrives au bout et tu te dis, bon, ça passe pas, je vois que là, c'est compliqué. Bah, hop, tu fais autre chose parce que dans tous les cas, t'as quand même un diplôme. Et t'as même des gens qui ont fait une école de journalisme qui ne sont pas journalistes. Pourquoi ? Parce que ils n'ont peut-être pas eu, au moment voulu, une opportunité ou ils ont peut-être vite laissé tomber aussi. Et donc, je pense que le seul truc que je dirais aux personnes qui veulent faire pareil, c'est déjà, il faut pas écouter les gens. et de deux, il faut vraiment se dire, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut faire ? Et trouver plein de moyens, parce que surtout aujourd'hui, avec toutes les possibilités, on peut lancer sa chaîne YouTube, on peut avoir un TikTok, on peut être sur Instagram, on peut avoir un blog. Mais oui, tu vois, il y a tellement de manières en fait de mettre un pied à l'étrier et de se dire bon, j'essaye et je vois ce qui se passe quoi. Et si ça marche pas, il y a plein d'autres choses à faire. C'est un excellent conseil. C'est le même que je donne à mes potes qui veulent pas négocier leur salaire. C'est qu'on puisse te dire c'est non en fait. C'est clair. Mais il faut demander, c'est même le but de négocier. Exactement. Tu dis pas oui à la première. Même si c'est 1% de plus, demande-le par principe. C'est clair. Et aujourd'hui, tu es journaliste indépendante, c'est ça ? Ouais. Et pourquoi ce choix ? Parce que souvent, pareil, on entend beaucoup parler de la précarité, etc. En fait, après BuzzFeed, j'ai... vu qu'on a été licencié, il y a eu un peu un truc de est-ce que je me remets dans le circuit du salariat ou est-ce que je me mets en indépendante ? Et c'est vrai que l'indépendance, ça m'a toujours attirée, où je me suis dit, bon, ça peut être cool, même si clairement ce n'est pas la vie de Carrie Bradshaw, disons-le, et soyons clairs dessus. Mais il y avait un esprit de liberté qui m'attirait. Mais pour ça, il fallait quand même passer par des rédactions sur avoir de l'expérience. Je pense que c'est une erreur de penser juste après l'école, je vais me mettre en indé, parce que c'est quand même un très gros risque, dans le sens où quand on se retrouve seul face à son article, il n'y a personne pour nous dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Et je pense que c'est important de pouvoir gagner des réflexes qu'on apprend en rédaction. Et donc il faut avoir vécu vraiment l'expérience de la rédaction hors des stages pour vraiment comprendre ce que c'est. Et donc j'ai commencé, et en fait c'est vraiment, j'ai l'impression que ça a été inventé pour moi, genre je me sens comme un poisson dans l'eau. Et après, ça veut pas dire que parfois c'est pas difficile ou que il n'y a pas des hauts et des bas, des réflexions, etc. Mais c'est vrai que depuis que je suis en indé, on m'a proposé des boulots et à chaque fois j'ai dit non.
parce que en fait j'avais l'impression je sais pas, en fait j'avais l'impression qu'on te remettait en prison. Voilà, c'est ça, de devoir choisir entre une espèce de prison dorée où t'as un salaire tous les mois, ou même on te propose des sommes assez importantes où tu te dis mais là jackpot, c'est bon, je vais devenir méga riche. Non. Et du coup en fait en réfléchissant, à chaque fois je me disais mais non. Et à chaque fois que j'ai refusé, il y a une nouvelle opportunité qui arrivait après et qui me confortait dans l'idée que je préférais être indépendante, quoi. Et du coup, là, cette année, j'ai écrit un livre qui sort l'année prochaine. Et en fait, ça s'est fait sur plusieurs mois. Et en fait, c'est des mois que dans lesquels en fait j'ai pu réfléchir à cette idée, où en gros c'est pas t'as négocié ton contrat d'édition et c'est là que l'idée se met en place. Ça fait 2 ans en fait que dans ma tête je suis dessus. Et je pense que ce genre de projet, que ce soit que ce soit des longs articles, des trucs en fait qu'on a dans sa tête, je suis persuadée que c'est parce que justement je suis pas en entreprise. Donc du coup, j'ai un peu la disponibilité mentale pour réfléchir, pour avoir des idées, pour me dire « Ah, ce serait cool ». Même si ça se fait pas tout de suite, au moins ça a le temps de germer. Et je trouve que le salariat en France est très problématique, vraiment. Notamment, vous connaissez dans les startups, où je trouve que c'est vraiment le summum de ce qu'on peut faire de pire en termes de rapport humain, en termes de management, parce qu'en fait, on nous fait croire que tout est cool, que tout est horizontal, que ton boss n'est pas ton boss, que blablabla. Et en fait, c'est dans ces moments-là que tu te retrouves vraiment au plus bas, parce que en fait, c'est encore plus dur, limite, je trouve, d'avoir des déceptions avec des gens qui ont ton âge, dont tu crois qu'ils sont proches de toi, plutôt que dans des hiérarchies très nettes, où le boss, limite, tu l'as jamais vu. Et en fait, je pense que j'ai été un peu... je suis très amère sur ce système. Et les médias... finalement, les médias, en fait, c'est limite des startups. Enfin, c'est des startups sur une longue durée. Mais c'est ça, c'est un peu ce fonctionnement où je trouve que ça fonctionne pas. Et puis après... il y a aussi le problème de décalage entre ce qu'on voudrait écrire et ce qu'on nous autorise d'écrire. Et toujours ce truc entre, déjà, estime-toi heureuse d'avoir un poste, donc tu peux pas tout avoir, quoi. Et j'ai l'impression, en tout cas, qu'en étant indépendante, c'est là où tu peux retrouver le plus de bonheur en faisant des choses différentes et qui t'apportent différentes choses, quoi. Et en fait, c'est marrant parce que moi, justement, je me disais, mais quand t'es indépendant, parce que j'étais auto-entrepreneur à un moment, et le fait d'être tout le temps toute seule, etc., tu vois, justement, ça bridait ma créativité, et je me demandais si c'était pas plus compliqué, puisque quand tu viens dans un bureau, tu parles avec tes collègues, et tu vois, en faisant une discussion, hop, t'as une idée qui te vient à l'esprit, etc. Donc, je le voyais totalement différemment. Donc, hyper intéressant. Mais je pense que ça, tu peux l'avoir avec tes potes aussi. Tu peux avoir une conversation avec des amis. Ouais, c'est vrai. Et après, ça dépend des personnalités. Je pense que c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Et des deux côtés, en fait, il faut qu'on arrête de diaboliser, mais il faut aussi qu'on arrête de fantasmer. Tu vois, sur le côté, oui, je prends mon ordi, je travaille dans des cafés. Bon, c'est vrai, je travaille dans des cafés, mais c'est pas inné c'est pas quelque chose de tu claques des doigts et c'est bon. Il y a des personnalités qui ont besoin d'être hyper cadrées, hyper entourées de gens. Donc, faut arrêter de faire croire que c'est magique, quoi. Et que ça va à tout le monde. J'ai l'impression qu'on a même des a priori sur le télétravail. Ouais. Il y a tout ce en ce moment, ils sont à la maison, ils font rien, il y a Netflix à côté. Non. C'est clair. Par contre, en télétravail, je suis plus productive. Ça, c'est indéniable. Oui, mais t'es plus productive, mais tu travailles plus. Et là, on l'a vu, là. Les dérives de gens qui finissent à 22h. Vous aimez la vie je kiffe. Salariat Personnellement, ouais, parce que j'aime la stabilité. Ouais. Et que c'est comme tu dis, perso, j'aime bien être encadrée.
sur certains points. Donc, pour l'instant, le salariat, c'est mon kiff. Ça me va. Je me vois pas trop être indépendant. Je me connais, tu vois. Je vais faire, il est 9h. Ah, ouais, je vais dormir. C'est bien. C'est que tu vois, donc la même. Non, c'est pas pour moi, c'est sûr. Je crois que tu avais une question sur son livre que tu avais prévu plus loin, mais tu peux peut-être la poser maintenant si tu veux. Oui, c'était juste pour savoir si tu pouvais en dire plus sur le projet, sur le scoop peut-être. C'est un livre sur la pop culture et les féminismes. Donc, en gros, j'essaye un peu de faire le lien entre tout ça. Et la pop culture, ça regroupe plein de trucs. Et il y a plusieurs types de féminisme. Et j'essaye un peu de voir tout ce qui s'est passé sur ces 10 dernières années et qu'est-ce que je peux en tirer de tout ça, quoi. Il y a une petite inspiration Roxane Gay, non? En fait, oui, Roxane Gay, c'est une grosse inspiration pour plein de choses parce que j'aime sa manière d'écrire et d'être assez cash. Après, c'est vrai qu'en fait, quand j'y pense, depuis ma vie professionnelle, j'ai toujours fait ça, quoi. Enfin, j'ai toujours lié la pop culture et les questions de société. Et en plus, quand je parle de féminisme, finalement, c'est assez large. Parce que c'est pas juste être une femme, c'est être autre, quoi. Être hors norme, en tout cas de ce qu'on considère comme la norme. Donc, finalement, en fait, j'ai toujours fait ça. Et c'est vrai que... après, à la fin, je me suis dit, oui, c'est vrai que ça peut être... c'est la même démarche, mais c'est quand même assez différent notamment de Bad Féministe, c'est quand même très différent. On est féministe, mais on est aussi plein d'autres choses, et c'est pas contradictoire. Et moi, c'est un truc qui m'a... Et j'en parle un peu, mais qui m'a aidé à déculpabiliser en fait sur une espèce de forme de pureté qu'il faudra avoir, et surtout de se dire des deux côtés, que ce soit chez les féministes blanches qui attendent quelque chose de très précis, parfois même un peu cucu sur le féminisme, et de l'autre côté aussi parfois avec des femmes noires en fait, où on se dit qu'il faudrait être comme ça pour qu'elles nous acceptent dans l'afroféminisme, alors qu'en fait, des deux côtés, si tu creuses, tu te rends compte que c'est pas exactement ça que les gens n'y attendent, et que c'est pas forcément comme ça qu'il faut agir, quoi. Et je trouve que elle, même dans ses écrits de manière générale, New York Times, et ses écrits dans des livres, elle a toujours cette manière en fait de déculpabiliser une situation que je trouve vraiment intéressante. Ça, elle le fait vraiment bien. Et du coup, après on ferme la parenthèse Roxane Gay, quel livre tu conseilles d'elle? J'ai beaucoup aimé Hunger, où elle parle justement de son rapport au corps, de comment elle a perdue et comment les gens la regardent dans la rue, son expérience en fait de femme grosse. Et c'est vrai que c'est vraiment c'est hyper fort parce que elle parle de choses personnelles, mais où du coup on comprend comment ça a commencé pour elle, comment elle en est arrivée à détester son corps jusqu'à le maltraiter, c'est ce qu'elle dit. Et elle raconte aussi comment les États-Unis, ils ont établi tout un système autour en fait des gros, mais du marketing en fait de ça, de la minceur, que ce soit Weight Watchers, ou elle parle beaucoup de The Biggest Loser, une émission assez horrible. En plus, quand je l'ai lu, je me disais putain, je regardais, je crois que ça passait sur Énergie 12. C'est l'émission où les gens ils ont des pertes de poids phénoménales. Pour on pèse sur un doc. Mais oui, j'adorais cette mais émission. Non, mais je peux te dire qu'après avoir lu son livre, j'étais genre pourquoi j'aimais cette émission en fait. Enfin, il y avait un côté un peu satisfaisant de les voir. Se challenger, c'était pas du tout par rapport au poids, mais c'était plus par rapport au côté ils ont réussi, ils ont gagné, mais elle explique bien que c'est très néfaste pour tout ça, quoi. Donc je vous conseille ce livre. C'est une question un peu d'actu. Okay. Il y a pas très longtemps, Vice a sorti une enquête sur la reconversion, mais hors du journalisme. Est-ce que toi tu y as déjà pensé à ce moment-là, de te dire ok c'est bon, j'ai fini, je veux plus faire ça?
Non. Non, parce que j'ai toujours envie de faire ça. Après, je pense régulièrement à diversifier mes projets. En gros, j'aime bien l'idée de se dire podcast, livre, article, pourquoi pas un jour une série, enfin des choses qui restent toujours autour de l'écriture. Enfin, c'est le même domaine, mais pouvoir tenter des expériences. Et il y a des expériences qui ne fonctionnent pas et c'est pas grave. Des expériences où on est moins à l'aise et c'est pas grave, mais pour moi ça fait partie en fait de l'apprentissage et de se dire bon, là c'était une première, peut-être que la prochaine fois ce sera mieux, ou parfois de se dire en fait j'aime pas faire ça et tant pis, on passe à autre chose quoi. Mais je préfère l'idée de diversification que de reconversion. Du coup, ça fait tomber à l'eau ma dernière phrase. Ma petite blagounette. Ah, c'était quoi? Parce que j'avais mis des articles, une newsletter, podcast, vidéo. Donc, je terminais par est-ce que tu serais pas en train de construire l'empire Padjimi? Non. Bon, embauche Estelle, elle le fait pour toi, on dirait. Hein, c'est clair. Et dernière question journalisme. Pour moi, aujourd'hui, je vois les mêmes problèmes côté journalisme que tech, c'est-à-dire on parle toujours de ce côté un peu pipeline problème, genre si on ne trouve pas des gens un peu plus de la diversité, c'est parce qu'on ne les voit pas, on ne sait pas où ils sont, machin chose. Quelle est ta vision, toi, justement, de ce souci de diversification dans les rédactions, de comment apporter plus de points de vue totalement différents? Tu veux dire comment tu l'as vécu déjà et puis comment est-ce que toi, quelle solution toi tu verrais pour apporter plus de diversité dans ces rédactions? En fait c'est toujours compliqué parce que déjà quand on parle de diversité il faut savoir de quoi on parle, parce que eux ils vont dire oui mais c'est bon, il y a des femmes, on a ouvert un truc féminisme, c'est bon, et donc tout est réglé, sauf que c'est pas le cas. Je pense qu'il faut vraiment qu'on arrête d'employer ce mot, mais ça c'est un autre débat. Mais en fait, en gros, qu'on essaye de penser cette question de manière plus large. Parce que je pense que pendant longtemps, on l'arrêtait à la couleur de peau en disant oui, mais regardez, il y a un noir ou pas, et c'est tout. Alors que déjà, il y a plein de personnes qui sont parfois racisés, mais on le voit pas au premier abord, donc il peut y avoir des Nord-Africains, des Asiatiques ou des métis très très clairs, mais ça va pas se voir tout de suite. Donc déjà c'est une question de visibilité où les rédactions qui font leur photo de classe, très mauvaise idée, parce que en gros quand il y a que des blancs, à un moment posez-vous une question. Sur 100 personnes, alors oui, ça se trouve qu'il y a des personnes qui sont white passing et qu'on les voit pas, mais même, c'est un problème d'avoir... J'ai l'impression que c'est vraiment devenu un moyen, tu sais, de faire du buzz. C'est devenu un outil marketing de faire la photo de classe. À chaque fois que je vois ça, je me dis, mais personne vous a fait passer le mot. C'est fou, quoi. Mais après, je pense qu'il faut qu'on aille plus loin et qu'on se dise comment on peut recruter des personnes qui n'ont pas forcément fait d'école, qui viennent de périphéries urbaines, qui viennent de banlieues, qui ont d'autres parcours. Même des personnes trans, est-ce qu'on en voit dans les rédactions? Non. Il y a une journaliste trans, notamment, je crois, qui était ou qui est chez 20 minutes, mais c'est pas quelque chose dont on entend parler tous les jours. Mais c'est vrai que le problème principal, je pense, des rédactions, c'est qu'elles ne regardent pas en dehors d'un cercle. Et donc, c'est à la fois leur cercle d'études, de milieu, donc on traîne qu'entre nous, on habite dans le 11e, etc. Mais surtout, en fait, vous parlez, en fait. Vous écrivez des articles pour vous, pas pour le public. Et ça, c'est un vrai problème. C'est ce truc d'être toujours un peu hors sol, de jamais comprendre ce que les gens veulent lire, ce que les gens veulent découvrir, ce que les gens veulent faire, en fait. Et parfois, je me mets en tant que lectrice. Et pourquoi je lis plus la presse anglo-saxonne? C'est pas parce que ça me fait kiffer, c'est parce que c'est des articles qui m'intéressent et j'ai l'impression qu'enfin, on parle à un profil type femme noire d'une 30aine d'années qui habite dans une grande ville. Qu'est-ce qu'elle veut lire? Et j'ai souvent l'impression en fait que les médias ne nous parlent pas à nous.
Et donc, il y a tout un truc de oui, alors c'est des grands médias sur quand c'est un attentat, quand pour les questions, on va dire, de société, ok. Mais en fait, les questions de société sont plus larges que l'actu chaude. Il y a ce qui se passe tous les jours, et après, parfois, il y a des phénomènes un peu diffus qui veulent dire quelque chose de nous. Et j'aimerais qu'on soit un peu plus enclin, en fait, à écrire sur ça. Et le jour où finalement on sera, ces rédactions-là s'ouvriront sur ces sujets, forcément, t'ouvres aussi le spectre. Bah ouais. Parce que ces sujets-là peuvent être traités par des personnes qui viennent de partout, qui ont des centres d'intérêt hyper différents. Et je pense que là, on réglera quelque chose. Mais pour l'instant, il suffit d'ouvrir n'importe quel grand média connu, en plus, qui parfois se disent de gauche, mais en fait, qui sont à côté de la plaque. Et à chaque fois qu'ils te parlent de choses, ça fait ça fait 1 an et demi qu'on n'en parle plus, c'est fini. Et qui arrivent après tout le monde. Pourquoi ? Parce que au moment où un journaliste leur a proposé non mais c'est trop niche, personne n'en parle, mais c'est le but, c'est-à-dire c'est vraiment le moment d'en parler, et je trouve ça hyper dommage. Et moi je trouve que quand on parle de reconversion, on parle souvent de oui parce que c'est un métier précaire, etc. Oui, mais moi si je change de métier un jour, ce ne sera pas que pour la précarité, c'est parce que ça ne me parlera plus du tout. Tu vois, et ça, pour moi, c'est un vrai... Parfois, j'ai envie d'exploser quand je vois des sujets qui sont traités, mais genre 1 an après tout le monde. Et tu te dis, mais non, c'est notre métier. Mais je comprends pas qu'il n'y ait pas de remise en question, tu vois. Il y a tellement de médias qui coulent, etc. Qu'est-ce qui fait que, tu vois, un New York Times qui pourtant cartonne déjà est toujours, tu vois, en train de se remettre en question, de sortir, de réfléchir, etc. Et qu'est-ce qui fait que nous... Parce qu'on veut pas se remettre en question, parce que nous, on a la science infuse, parce que nous, machin, parce que... Et c'est un vrai problème, même quand il y a des tentatives où tu dis « Ah, il y a eu un article intéressant », mais c'est une fois tous les mois, en fait, voire tous les 2 mois. Et alors oui, en fait, l'actu chaude, je la compte pas, parce que ça, oui, c'est très bien traité, il y a un attentat, le coronavirus et tout le monde, on sait exactement ce qui se passe, et c'est vraiment bien traité. Ou parfois, tu vas avoir des enquêtes très bien sur les violences sexuelles, etc. Mais moi, je parle vraiment des sujets à la fois quotidiens, mais qui sont pas de l'actu chaude, et qui veulent dire quelque chose de nous, tu vois, que ce soit le lifestyle, la culture... tu vois, même quand on parle de pop culture, ce n'est pas que les séries. C'est pourquoi, à un moment, tout le monde va parler d'un phénomène culturel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi c'est une tranche d'âge qui s'intéresse plus à ça, tu vois ? Et je trouve que, on a un gros retard par rapport à des New York Times, le New Yorker. T'as plein de médias anglo-saxons qui sont... Eux, c'est ça, en fait. Tous les 2 jours, tu vas avoir un papier hyper intéressant, mais en fait, c'est juste naturel, quoi. Ça fait partie du truc. Donc, j'ai espoir, mais bon. Et du coup, si on te donnait un budget illimité pour créer ton propre média... Alors là, j'ai une idée de média qui me trotte dans la tête depuis quelques années. Mais à chaque fois, si j'ai des insomnies, je me dis, vas-y, c'est bon, demain, j'appelle un incubateur et tout. Après, je me réveille et je dis, bon, franchement, là, j'ai vraiment la flemme de me lancer dans des histoires où on va encore te dire, non, mais en fait, truc. Mais si on me donne un budget illimité, ce serait vraiment à l'intersection entre le lifestyle, la culture, les questions de société, essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire de notre société, parler aux gens et pas parler aux journalistes. Et je m'intéresserai, mais j'aurais envie de recruter les meilleures plumes, donner de la chance en fait à des personnes aussi qui sont pas forcément journalistes, et voir aussi ton média, ton support comme quelque chose de plus large. Tu vois, par exemple, pouvoir accueillir des poètes, des gens qui écrivent des nouvelles, un truc qui mêle plusieurs types de formats dans un même média, quoi. Et je sais pas si vous connaissez Rookie.
Ah non. Rookie Magazine. Non, mais j'ai pas. Mais à l'époque, moi, je trouvais ça hyper cool puisque ça a été écrit par Tavi Gevinson, qui elle-même était ado quand elle a commencé à être connue avec son blog, etc. Et en fait, ce magazine donnait la possibilité à plein de gens d'écrire. Parfois, ça pouvait être des trucs très personnels, parfois un peu plus globaux. Enfin. Mais c'était vraiment... Il y avait vraiment cette touche de se dire si t'arrives à te connecter, tu vois, à ce papier, t'arrives à comprendre pourquoi la personne a voulu l'écrire. Alors, c'était quand même un modèle très intimiste et je pense pas qu'il faille faire un média où tout le monde peut écrire n'importe quoi, parce que, bon, journaliste, c'est un métier et il faut rester quand même dans des cordes, quoi. Enfin, ne pas dire n'importe quoi. Mais je trouve que il faut aussi laisser plus de place, en fait, à l'écriture. Tu vois, à l'écriture, à comment on peut développer une plume, qu'est-ce que ça veut dire. Et du coup, les podcasts, aujourd'hui, c'est ce qui permet à des gens, en fait, qui sont pas forcément journalistes, de s'étendre et de pouvoir créer, quoi. Donc ça, c'est cool. Top. Sortez les CV, c'est bon. Moi, je veux absolument voir ça. Tu me l'as trop bien vendu. C'est très bien pitché, hein, je confirme. Et du coup, on peut pas terminer ce podcast sans parler de séries avec toi, puisque Awa t'as connu via tes trades sur l'afroféminisme. Moi, c'est les séries. Et je voulais savoir si tu envisageais d'évoluer dans ce secteur en tant que scénariste ou productrice, ou est-ce que ça te... Ouais, j'aimerais bien. J'aimerais beaucoup à un moment de ma vie, mais je pense que dans quelques années, enfin, je réfléchis à déjà commencer un court-métrage, enfin, essayer de voir en fait par où je peux passer. À la fois, peut-être apprendre vraiment l'écriture scénaristique, et en même temps, parfois, je me dis, je pourrais aussi tenter sans forcément maîtriser cette écriture-là. Mais je pense que c'est bien quand même d'avoir une base. Voilà, et puis après, moi, j'aimerais bien... Il y a la mairie de Paris qui organise des ateliers pour les scénarios. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé... Parce que je l'ai envoyé à un de mes potes il y a pas longtemps. Ah ouais, ok. Si tu veux, je peux te l'envoyer. Je sais pas si les inscriptions sont encore ouvertes. Mais oui, il y a une personne qui m'a envoyé gratuit. Ça par mail en me disant oui, assez court et tout. Mais je sais pas, à la fois j'ai envie, et en même temps je me dis j'ai aussi envie de m'entraîner un peu toute seule et de pas être bloquée par ce truc. Toutes les équipes non mais c'est vrai. Ouais. Non mais sincèrement je vais le faire. Et après j'aimerais bien aussi, là j'y pense beaucoup, genre acheter une caméra et en fait filmer tout et n'importe quoi. Enfin, en fait, j'ai pas vraiment d'idée j'ai pas encore décidé où je voulais aller avec ça. Mais je sais que je suis sûre, j'ai envie d'y croire, mais que j'aurai un projet de série un jour ou il faut un court-métrage. Elle a commencé à quel âge? Elle a commencé 35 ans. Ouais. À 35 ans, quoi, voilà. Et je trouve que tu vois, par exemple, David Simon, il était journaliste avant. Enfin, pour moi, c'est pas du tout contradictoire. Enfin, c'est des univers, en fait, qui se conjuguent. Donc, à voir. Oui, j'aimerais bien aussi écrire de la fiction. Et pas mal de young adultes. Donc, et j'aime bien l'idée d'écrire. Enfin, moi, ce que j'aime bien lire parfois, quand c'est de la fiction, j'aime bien m'imaginer à quoi ressembleraient les personnages. Ouais. Donc, si j'écris de la fiction... je penserais déjà en fait à un format audiovisuel. Je sais pas si tu vois, et du coup après le but c'est pas d'écrire pour qu'il soit adapté un jour, mais j'aime bien l'idée en fait de pouvoir vraiment imaginer les personnages, tu te dis à quoi ils ressemblent, comment ils se tiendraient, qu'est-ce qu'ils diraient, enfin voilà. Ouais, t'as déjà le réflexe en tout cas. Ouais. Et d'ailleurs t'as fait une collaboration avec Netflix. Oui. Comment ça s'est passé? Bah écoute, en fait ça s'est bien passé. Dans l'ensemble, ils étaient contents. Moi, je trouve que... il y a ce qu'on voit et après, il y a ce que j'ai travaillé avant. Enfin, en gros, j'ai sélectionné les séries dont je voulais parler. Enfin, j'ai vraiment fait un choix subjectif. On m'a pas du tout imposé quelque chose et donc ça, c'était cool. Après, c'est vrai que moi, j'étais moins OK sur le... Enfin, il y avait certains intervenants que j'aurais choisi différemment.
parce que je trouve que ça a joué dans la dynamique en fait de groupe. Après, présenter, c'est une expérience quand même assez bizarre. Enfin, et je pense même dans le podcast, en fait, c'est pareil, que ce soit visuel ou audio. Ou audio, il y a toujours ce truc où c'est très différent en fait d'être invité et de pouvoir parler de ce que tu maîtrises que de devoir gérer des gens qui parlent de ce que tu as envie de dire du coup. Et parfois je me disais mais j'ai pas envie, enfin limite là j'ai envie de participer, moi j'ai envie de parler, et il y a des fois où bon après ça s'est pas vu parce qu'il y a eu un montage, mais il y a des fois on m'a même dit non mais là genre tu peux rien dire quoi, enfin genre tu peux pas donner ton avis. Et du coup je pense que ça m'a un peu frustrée, où j'aime bien le format enfin de présenter quelque chose mais où tu peux participer aussi. Ouais. Tu vois, j'aime moins le format un peu animatrice où t'es là, un peu passe-plat en fait. Ouais voilà, où t'es là et en fait t'es un peu coincé, tu sais pas trop quoi faire et t'es genre tiens tu peux parler, enfin je trouve ça bizarre. Et c'est vrai que ça dans ce sens-là surtout sur un sujet que toi t'adores quoi. Ah oui non mais c'est clair. Et c'est vrai que dans ce sens-là, même si j'ai préparé l'émission en amont et ça c'était cool, j'aurais préféré limite être invitée ou avoir un rôle plus interactif avec les invités et pouvoir parler autant quoi. Et c'est toi qui as postulé ou ils t'ont repéré et si oui, non, ils m'ont proposé de le faire. Et moi, vu que le sujet, j'ai plein de critiques à faire sur Netflix et je m'en cache jamais. Mais pour moi, quand c'est un sujet qui me plaît et qui me parle, j'ai pas de problème à accepter. Et surtout que là, il n'y avait pas du tout d'obligation de choisir telle ou telle série. Enfin, c'est vraiment tous les programmes que j'ai choisis, c'est des programmes que j'aime. Et je trouve que d'ailleurs, c'est même les moins connus parfois de la plateforme. Bah, de toute façon, c'est souvent ça. Ouais, c'est ça. Franchement, les meilleures séries, c'est celles qui ont le moins de promos. Ouais. Et du coup, bah, ils m'ont proposé, j'ai accepté. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que parfois, il y a des expériences, c'est une première. C'est peut-être pas le top du top, mais pour moi, c'est un bon tremplin, en fait, pour se dire... bah là, c'était la première fois, ça s'est relativement bien passé. Bah, la prochaine fois, ça se passera encore mieux, et ainsi de suite, quoi. Et après, j'ai eu d'autres... j'ai fait un truc pour Canal+ Afrique, où là, du coup, j'étais devant la caméra, mais c'était encore différent, parce que je travaillais on me filmait travailler, quoi. Et du coup, ça, j'ai préféré, tu vois, que de juste présenter. Mais pour moi, en tout cas, j'aime bien essayer des choses et voir comment ça se passe, et puis après la prochaine fois soit tu fais mieux, soit tu le fais pas, soit voilà quoi. Et tu leur as demandé s'ils avaient prévu un Strong Black Lead France, parce que moi c'est ce que j'attends. Ouais, je demande depuis 5 ans. Enfin depuis que Strong Black Lead existe. Je crois que c'est pas... Je sais pas, je crois qu'ils veulent développer, tu vois, l'éditorial, comme j'ai pu faire, où c'est un peu de l'édito, finalement, où c'est comme une chaîne, en fait, qui propose des contenus. Je pense que ça peut arriver, et en même temps, en France, on est quand même pas très... tu sais, parce qu'aux États-Unis, ils ont Somos, Strong Black Lead, ils ont Contodo. Ouais, ils ont le truc Must pour tout ce qui est queer, etc. Enfin, et en France, on a quand même du mal avec les catégories bien distinctes, donc je sais pas, mais ce serait cool quand même. Ouais, je voulais savoir si tu devais être un personnage dans Grey's. Oula. Lesquels serais-tu ? J'ai le droit d'inventer un personnage qui regroupe 3 personnages. Oui, tu peux. Je pense que je serai un mix de 4 personnages qui sont Miranda Bailey, Christina Yang, Cali Torres et Meredith Grey. Voilà. Juste ça. Voilà. Je prends le meilleur des 4 et voilà, vous faites un personnage. Et après, l'autre question, c'est toi, de Grey's Anatomy. Ouais, ça, c'est pas moi. J'ai été fan de Grey's Anatomy pendant très longtemps, mais à un moment, j'en pouvais plus des morts absurdes. Ouais. Pour toi, c'est quoi la mort la plus absurde de cette série ? Alors, la mort de Derek est absurde dans le sens où le mec il prend sa voiture, enfin en plus il venait de sauver une vie, après il repart, il lève la tête, il y a un camion qui arrive, n'importe quoi, mais
Non, mais elle n'était pas absurde ça pour arrive, la série. Ça arrive, ça, bon souvent sur la route, de personnes qui s'arrêtent pour secourir et qui se font taper par une bagnole. Mais ça arrive, ça. Oui, mais pas dans une série. Ouais, mais non, mais puis surtout là, c'est vraiment, ils venaient de sauver des vies. J'aime beaucoup la suite. Ah, mais La mort de justement, c'est Derek. ce que j'allais dire, c'est que c'est absurde l'accident et arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, mais ça a complètement du sens dans la série où je sais pas si vous avez suivi, mais en gros, il voulait pas changer son salaire. Ouais. Parce que du coup, Hélène Pompeo, elle a dit gars, en fait, la série, elle porte mon nom, le nom de mon personnage, donc en fait, vous allez m'augmenter. Et il voulait pas. Et en fait, je pense que ça se passait vraiment mal en fait avec elle. Et ils ont dit bye bye, tu vois. Et je trouve que c'est la meilleure chose qui soit arrivée parce que justement, à chaque fois que quelqu'un me dit, je regardais avant, j'arrête à la saison 8. J'ai dit, mais vous avez rien compris. Mais ouais. La saison 12, c'est la meilleure, limite. Donc, à partir du moment où Derek part... Dead. Ah ouais, c'est... Ça le libère complètement. La série, elle a un renouveau. Il y a un renouveau. Et du coup, mais sur les morts absurdes, tu vois, franchement, dans les personnages, je trouve qu'il n'y en a pas eu non plus... Bon, t'as Georges qui est mort... 007 et tout. Mais c'est vrai qu'après, à chaque fois, ce que j'aime bien dans Grey's Anatomy, et à peine tout à l'heure avant d'arriver à l'enregistrement, en fait, il y a une personne qui me parle sur Instagram et elle me fait des updates de son visionnage. Et là, elle me dit, là, je suis au crash d'avion et tout, je suis pas bien. Lequel Le premier. Et elle me dit, je suis pas bien. Non, mais là, elle était vraiment pas bien. Et je lui ai dit, en fait, la saison d'après est trop bien parce que justement, tu comprends que le crash d'avion, c'est pas juste absurde. Tu vois, parce que quand tu regardes, tu peux te dire, ça fait un peu Lost, genre Lost, les disparus. Ouais. Pourquoi on regarde ça dans Grey's Anatomy ? Mais en fait, ça a du sens sur la manière dont on va questionner le trauma, des questions beaucoup plus enfuies. Et moi, c'est ce que j'aime bien. Mais c'est fou parce que moi, quand il y a une nouvelle Grey's Anatomy, j'attends vraiment ton tweet. C'est un truc de malade. Bon. Parce que quand ils ont annoncé c'est quand on a commencé à voir les rumeurs arriver pour Alex, j'attendais trop le tweet. Mais Alex, ton tweet. Je m'en suis toujours pas remise. Non, mais ça, c'est du grand n'importe quoi. Ouais, moi, grand n'importe quoi. Là, franchement, c'est trahison ultime. C'est digne de la dernière saison de Game of Thrones. C'est clair. C'est traumatisme total. C'est clair. Non, mais en plus, Easy, quoi. Enfin, désolé pour non, mais c'est... Non, mais Easy, genre, que fais-tu là ? Mais oui. Et avec vos... Non, mais en plus, on aurait dit vraiment une pub Getty Images. C'est genre, ça. ils ont inséré des images d'enfants blonds qui courent dans les champs. Mais qu'est-ce que vous faites ? Et après, en même temps, trop d'amour pour Justin Chambers, qui apparemment est parti pour des raisons sentimentales. Franchement, si c'est vraiment ça et que ça a pu lui faire du bien, je comprends. Ouais. Mais bon. Enfin, c'est... Ouais, mais c'est pas lui en honneur de le faire sortir comme ça. Enfin, mais c'est ça. Alex, c'est tellement c'est le personnage qui a le plus évolué pour moi. Et tu vois, le faire partir avec Easy, c'est une régression. Mais oui, quoi. Mais clairement. Et d'abandonner... je sais Joe. Plus son nom, Joe. Non, mais ça, et puis surtout quand tu vois que... Je trouve que Christina et la saison de son départ, donc la saison 10, c'est l'une des meilleures saisons, je trouve, de la série. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est hyper rare d'avoir un personnage dans toutes séries confondues qui part et en fait, sa fin est bien. Tu sais, limite, tu sens qu'on remercie la personne de genre, on te rend hommage, quoi. Et je trouve que c'est dommage qu'Alex n'ait pas pu avoir cette fin, mais bon. En fait, Shonda, elle est fan de Christina, de Sandra Oh. Et en fait, ça s'est senti dans... ouais, clairement. Mais en plus, c'est elle qui écrivait. C'est un dommage, Donc... Et ça, je trouve ça hyper beau. Mais j'en parle pas mal et de Grey's Anatomy, et de Christina dans mon livre. Dans ton livre. Et c'est vrai que pour moi, Christina, c'est l'un des meilleurs personnages féminins de l'histoire des séries. Pour la simple et bonne raison que, justement, on l'a respectée dans l'écriture. Tu vois, on n'a pas essayé de la changer ou de... Enfin, elle est constante. Et ça, c'est hyper rare d'avoir des personnages féminins et notamment de couleur
qui soient autant respectés en fait dans leur entièreté. Et, ouais. Puis moi, ce que j'ai bien aimé dans le personnage de Christina, c'était de montrer autre chose, parce que tu sais, moi je suis comme elle, je suis pas du tout câlin, les trucs comme ça. Et en France, déjà les gens ils sont très tactiles, très tactiles. Et en fait, tu vois, c'était hyper cool de voir un personnage comme ça. Je me reconnaissais, j'étais enfin, cool. C'est clair, ouais. Oui, et qui veut pas d'enfant et qui jusqu'au bout elle n'en aura pas. Ouais, voilà. Et ça, c'est hyper. Enfin, c'est une règle en fait que plein de scénaristes devraient s'imposer, de comment écrire des personnages féminins. Puis sa relation d'amitié avec Meredith, c'est clair. Bon, on clôt le point de la okay. Donc aujourd'hui, tu es invitée de notre podcast, mais avant ça, tu as eu le tien, qui a été, on va pas se mentir, un vrai succès quand même. Ouais. Est-ce que tu te sens de retenter l'aventure à un moment ? Oui, si j'ai une bonne idée ou si il y a quelque chose qui me parle, j'aimerais bien retenter l'aventure. Je pense que j'aimerais bien quelque chose de comme là on fait, tu vois, un peu interactif, où tu discutes, où ce soit moi quelque chose de... Il y a un expert et quelqu'un qui gère un peu la conversation, même si pour le coup j'avais aussi une expertise dans les sujets que je proposais, mais j'aime bien l'idée en fait de discussion avec plein d'experts qui sont sur des sujets différents. Et c'est vrai que un podcast sur la pop culture m'intéresserait vraiment pour pouvoir... Parce que finalement, même les questions du corps et de l'apparence, enfin j'en parle aussi dans cet ouvrage, parce qu'en fait, c'est lié à la... Enfin, en fait, tout est lié. Et c'est ça dont je me rends compte, c'est que tous les sujets que je traite, d'une manière ou d'une autre, ils ont un lien avec la pop culture. Enfin, tu vois, et du coup, je trouve que ce serait vraiment bien de pouvoir mêler finalement toutes les questions de société en parlant des célébrités, des séries, des films, d'un fait, tu vois, je sais pas, Prince Harry qui a dit le monde a été créé par les Blancs pour les Blancs. Hop, qu'est-ce que ça veut dire ? Tu vois, Prince Harry, c'est une star, mais il dit quelque chose de... Le mec s'est réveillé en 2020. C'est clair, les yeux. Non, mais ça, tu vois, je trouve ça cool de pouvoir commenter. En fait, d'avoir un commentaire critique sur des sujets d'actualité culturelle, quoi. Voilà. Donc, ça serait top. Inch'Allah. Encore une fois, sortez les CB. Et là, qu'est-ce qui t'empêche de le faire ? Est-ce que c'est une question de moyens financiers ou juste t'as pas le temps ? Après, en fait, je trouve que c'est bien de pas trop s'éparpiller et de faire chaque chose un peu au bon moment. Là, je suis encore sur ce projet d'écriture qui est encore en cours, et pour moi j'ai pas envie de trop m'éparpiller à me dire j'ai un podcast, j'ai machin, j'ai ceci, j'ai cela, et en fait tu fais tout mal, tu vois. Et je pense que mais c'est vrai que j'y pense et j'aime bien, parce que c'est trop drôle, depuis que j'ai arrêté le podcast je n'arrête pas d'être invitée dans des podcasts et je me dis qu'est-ce qui se passe. Du coup je participe quand même à faire un podcast d'une manière ou d'une autre, quoi. Voilà. Et dernière question, est-ce qu'il y a un sujet dont tu es fan et en fait personne ne le sait ? Un truc Je pense qu'il y a plein de choses que je dis pas forcément dont je suis fan. Par exemple, j'adore la déco, genre vraiment. Je sais pas combien je dépense dans ça d'ailleurs, faut que j'arrête. J'adore ça. Après, par exemple, je pense que les gens savent pas trop que j'écris sur la bouffe, par exemple, mais c'est le cas. Sur les restos, j'aime bien découvrir en fait des nouveaux restos, et je trouve ça passionnant. Le lien entre gastronomie et identité raciale. Je trouve que c'est passionnant et qu'on n'en parle pas assez et qu'on devrait trop en parler. Mais voilà, mais en fait, je suis fan de tout. En fait, je suis fan de... J'ai un peu un côté, je pense, geek, mais pas forcément défini comme on pourrait le croire dans... Le vrai sens du geek, quoi. Tu t'intéresses voilà, à plein c'est de ça. sujets. Et quand je m'y intéresse, je deviens un peu obsessionnelle, ou
où je vais lire. Mais est-ce que ça des dure? trucs sur Parce ça. que moi, j'ai vraiment, quand je suis sur un sujet, je suis à fond, Ouais. mais ça dure jamais. Enfin, tu vois, je switch de sujet en sujet, donc du coup. Moi, ça dure. J'ai quand même des obsessions qui reviennent sans cesse. Hein. C'est assez. Ouais. Voilà. Et puis après, la beauté aussi, j'écris quand même pas mal sur la beauté. Et je trouve que tout, mais vraiment tout, peut faire un lien sociologique, quoi. Ouais. Tu vois, le maquillage, les cheveux, les cheveux, je trouve qu'il faut on en a beaucoup parlé, mais il faut qu'on en parle encore plus d'une autre manière. Tu vois, un peu c'est quoi, à partir de 2020, c'est quoi le futur des cheveux crépus? C'est génial ça. Bah écoute, merci beaucoup Jennifer. Bah, merci à vous. C'est un C'était plaisir de t'avoir. Ouais, c'était super intéressant. Bah, merci à vous. Et on te réinvitera pour ton Ouais. livre. J'espère. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, mettez-nous 5 étoiles sur iTunes. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.